Le rendez-vous. Please help me to escape. Mr. Harker, I'm glad that you've arrived safely. Count Dracula. I am Dracula, and I welcome you to my house. C'est sur cet extrait du Cauchemar de Dracula de Terence Fisher, 1957, qu'on ouvre ce plateau 2, toujours avec vous, Christine de Bourbon-Busset, Elliot Murphy et Nicolas Stanzik, historien, journaliste, musicien, le spécialiste en France de la société de production anglaise La Hammer, la marque du cinéma d'horreur anglais des années 60. Vous êtes né en 78. Dans quelles circonstances vous avez vu le film qui a ouvert juste ce plateau ? Eh bien, j'ai commencé par ne pas le voir. En fait, tout a commencé par une vision manquée. En 85 est passé à la dernière séance, émission culte d'Eddie Mitchell, Le Cauchemar de Dracula en deuxième partie de soirée. J'étais tombé sur l'affiche dans le journal télé de mes parents. Télé 7 jours. Télé 7 jours, voilà, pour être précis. Je voulais absolument voir ce film, sauf que j'étais en CP, j'avais 7 ans, j'avais école le lendemain, le film passait à 22h30 et on m'a dit « Non, tu vas te coucher ». Résultat, pendant 2-3 années qui ont suivi, j'ai surveillé dans le magazine télé de mes parents si Télé un nouveau 7 jours. C'était pas toujours Télé 7 jours. Après, il y a eu Télérama. Ça a varié. Ouais. Et donc, j'ai attendu comme ça pendant 2 ou 3 années, enfin, de voir un Dracula. Ce qui fait, en fait, à cette époque-là, ça ne passait jamais à la télé. Ce que je ne comprenais absolument pas, étant enfant. Je vivais ça comme une énorme injustice. Et j'ai fini par voir, en fait, Dracula, Prince des Ténèbres, en 87, en août 87. Et ça a été un coup de foudre pour cet univers, pour les acteurs, pour les actrices, pour tout ce décorum et voilà, pour la Hammer. On va regarder ça tout de suite. Christine de Bourbon-Busset, vous êtes spectatrice, familière de ce cinéma de genre ? Pas du tout. Je suis une vraie fille, ça me terrifie. Pas du tout. Elliot Murphy, vous connaissez un petit peu ? Oui, la Hammer, ouais. Oui, j'aime beaucoup parce que c'est l'horreur et c'est très sexy et en même temps. Puis il y a toujours les très jolies femmes dans le film. Bien sûr, c'est autant des films d'horreur que des films érotiques. Que des films érotiques, oui, c'est des particularités de l'époque. Donc, quand j'étais un adolescent, j'adore ça. Et toujours, quand même. Ouais. Et vous avez rencontré Christopher Lee ? Oui, une fois, il y a 5 ans. Là, c'était pour un festival de horror film à Belgique, à Bruxelles. Et je suis avec une table comme ce soir avec lui. Et c'était très drôle parce que lui, il est vraiment élégant et un vrai movie star. Et le présentateur, il demande s'il me connaît, s'il connaît mon musique. Et Christopher Lee, il dit, well, the rock and roll is very difficult for me. Il vient pourtant de faire un disque de métal, hein, Christopher Lee, très récemment, à 87 ou 8 ans. Oui. Mais sa formation, c'est la musique classique. Oui, néanmoins. Nicolas Stanzik, vous êtes musicien, votre groupe c'est Ultrazine, je crois. Quel genre musical c'est en relation avec votre passion pour le cinéma de la Hammer ? Disons que c'est en relation avec un goût pour l'Angleterre, c'est du rock'n'roll très marqué par les Yardbirds, les Stones, etc. Et de mon point de vue, en fait, la Hammer, c'est le premier signe avant-coureur de cette révolution pop dans les années 60. Si on prend le Cauchemar de Dracula en 57-58, tous les futurs tenants de la contre-culture vont percevoir Dracula comme une entité libératrice et vont comprendre le film comme un appel à l'orgasme. En gros, c'est de ça dont il s'agit. Parce que Terence Fisher, qui est donc le réalisateur, c'est le premier à assumer pleinement la dimension érotique du mythe. Le mythe du vampire, le mythe de Dracula a toujours certes été érotique, mais néanmoins, c'était toujours quelque chose qui était à la périphérie du mythe. Dans le film de Murnau, dans le film de Todd Browning, c'est sous-jacent. Avec Fisher, pour la première fois, il ne s'agit que de ça. Et tout ça, on le figure à l'écran par le sang, parce que le sang s'érotise, il renvoie à l'idée de pulsion sexuelle, et c'est extrêmement frappant. Voilà, donc oui, pour moi, tout ça, ça participe d'un tout, la révolution pop, la Hammer, les films d'épouvante, le rock'n'roll, c'est lié. Et pas simplement, même le musée d'Orsay, puisque la Hammer s'expose dans le cadre d'un cycle au musée d'Orsay. Je sais que samedi, vous aurez une conférence sur la cinéphilie fantastique qui est née justement avec la Hammer. À ce sujet, on a une question de notre invité d'hier, le romancier Dominique Fernandez. Moi, je veux savoir le rapport des vampires avec le musée d'Orsay. Alors, le rapport des vampires avec le musée d'Orsay, tout simplement parce que le musée d'Orsay, c'est un musée qui est consacré au 19e siècle, et il se trouve que les vampires entrent dans la littérature au 19e siècle. D'abord avec une nouvelle de Polidori, qui travaillait pour le compte de Lord Byron. C'était Lord Byron qui avait commencé à écrire cette nouvelle Polidori qui la termine en 1818. Et puis, évidemment, il y a Bram Stoker avec son livre, son chef-d'œuvre, Dracula, qui est publié en 1897. Et donc, alors le lien avec Orsay, au-delà du 19e siècle,
ça passe par la Hammer, tout simplement. Parce que la Hammer, c'est une représentation du 19e siècle. La grande différence avec le cycle Universal des années 30, c'est que les films de la Hammer sont ancrés dans une société extrêmement précise, c'est la société victorienne. Et toute la force de subversion de ces films-là, c'est de mettre en scène des monstres qui, précisément, vont mettre à mal les valeurs victoriennes qui, pour une part, ont encore cours dans l'Occident des années 60. Au-delà de ça, Terence Fisher, c'est quelqu'un qui a quelque part une démarche qui est très proche finalement de celle de Mary Shelley pour Frankenstein ou celle de Stoker pour Dracula, parce que ces auteurs-là, en gros, se saisissent de mythes qui existent depuis très longtemps. Frankenstein, le roman de Mary Shelley, est sous-titré « Le Prométhée moderne ». En gros, on reprend le mythe de Prométhée, on reprend un mythe antique et on le modernise en pleine période romantique. Eh bien, Fisher, il fait la même chose avec ces textes-là. En gros, il les modernise pour en offrir une version typique des années 60. Voilà, tout simplement. Benoît Lagan. Alors tout à l'heure, Laurent rappelait que vous étiez né en 1978 et votre découverte du fantastique passe par le retour du Jedi et en particulier une séquence, celle où Dark Vador enlève son masque et où l'on découvre derrière donc le célèbre masque le visage d'un vieillard. En quoi ce double visage de Vador renvoie selon vous aux œuvres de Terence Fisher? Parce que c'est la grande thématique fisherienne que celle des doubles visages. Dracula, dans le cauchemar de Dracula, on nous le présente d'abord sous le visage d'un aristocrate racé jusqu'au bout des ongles qui parle un anglais oxfordien parfait, et un quart d'heure plus tard, on nous le présente sous un tout autre visage, c'est les yeux rouges sang, les canines proéminentes, le sang qui goûte comme ça de ces babines. Voilà, en gros, ces deux visages-là, la superposition de ces deux visages, c'est ce qui crée une image très troublante dans le film, et c'est ce qui fonde, en gros, selon Fisher, la monstruosité. Voilà, l'identité des monstres tient à ces deux visages. Et c'est un thème que l'on retrouve dans tous ses films. Il a réalisé un film qui s'appelle Les deux visages du Dr Jekyll, qui est tout à fait passionnant également sur ce thème-là. Et le thème du double, en fait, on le retrouve même, par exemple, dans le mythe de Frankenstein, parce que le face-à-face de Frankenstein et de sa créature, bah voilà, c'est les deux faces d'un même personnage, en réalité. Alors tout à l'heure, on parlait d'Orsay, puisqu'il y a un cycle qui est consacré à la Hammer, et puis vous serez samedi prochain à 18h dans le cadre d'une conférence. On a joint, plutôt Raphaël Bourgois, que vous avez croisé pour son journal de la culture, a joint Guy Cocheval, le directeur du musée d'Orsay, qui est absolument fou de cette période-là, et il propose plusieurs pistes sur lesquelles nous reviendrons. Guy Cocheval. Pour ce cycle de films sur la Hammer, je pense qu'on est plus dans un clin d'œil par rapport à une période qui est très intéressante, qui est celle des années 60. C'est l'époque où on disait que le cinéma anglais était un grand désert. Et en fait, il y avait déjà un certain nombre de grands cinéastes comme Michael Powell, et c'était le début de Kenneth Loach. Et puis surtout, il y avait ce cinéma qui est un cinéma de grande consommation, mais qui en même temps était fait par des artisans d'une grande probité, avec des acteurs qui sont devenus des grands acteurs avec le temps et avec un style qu'ils ont développé et qui commence en 1960 et qui se termine dans les années en 70. C'est une nouvelle interprétation des mythes qui ont été développés par le cinéma américain des années 30, à la suite de certains essais du cinéma allemand d'avant la période hitlérienne, le cinéma de la République de Weimar, avec Nosferatu et un certain nombre de films fantastiques et d'horreur. Il y a eu véritablement une efflorescence extraordinaire au début des années 30, qui correspond d'ailleurs aux grandes peurs de la société américaine. Certainement la reviviscence de Frankenstein et de Dracula. Je pense au cinéma de Todd Browning et de James Whale, qui est extraordinaire, mais qui est extrêmement expressionniste, qui est gothique, qui est en noir et blanc, et qui joue merveilleusement bien du noir et blanc. Or, il se trouve qu'à une époque où on avait complètement oublié James Whale et Todd Browning, vous avez des gens comme Terence Fisher, auquel il est rendu au musée d'Orsay un très grand hommage, parce que c'est le plus grand créateur de tous les réalisateurs, qui, pendant les années 60, repropose la mythologie des Dracula, des Frankenstein, mais d'une nouvelle manière. Et cette nouvelle manière est très réaliste, elle est distanciée, elle est parfois un peu à la limite du marxisme, avec donc des grilles de lecture très, très nouvelles. Ça n'est plus Frankenstein n'est plus, par exemple, puisque Frankenstein, ce n'est pas la créature, c'est pas le monstre, c'est le créateur du monstre. Frankenstein n'est pas un solitaire incompris et scellé, mais c'est plutôt quelqu'un qui veut arriver et qui détruit les hommes autour de lui, qui s'oppose à sa volonté scientifique. Et Dracula est un personnage très nouveau, beaucoup plus bestial que dans les versions allemandes
et américaine de la période des années 20 et 30. Et c'est surtout Christopher Lee qui l'a incarné. Et c'est l'époque aussi où il faut recourir à ce genre de cinéma pour voir des relations sexuelles, des relations céssadiennes entre les personnages. Et ça me paraissait assez intéressant de montrer ce cinéma qui était vu dans des petites chapelles, qui était vu de manière dévote des cinéphiles, mais qui se cachait presque la nuit du reste du monde pour aller voir ces films. Une fiche de lecture, Nicolas Stanzik, par rapport à tout ce qu'a pu évoquer Guy Cocheval dans... C'est une excellente présentation des choses. Effectivement, c'est assez extraordinaire de se dire que ces films qui passaient, par exemple, dans une salle comme le Midi-Minuit dans les années 60, en gros, le Midi-Minuit, c'était un ghetto sur l'écran duquel déferlait tout ce qui relevait à l'époque du sexe, de l'insolite, de la violence, de l'horreur. Et de voir donc ces films passer du Midi-Minuit au musée d'Orsay, c'est une légitimation absolument fabuleuse, ça, c'est très, très clairement. Après, pour revenir sur ce que Guy Cocheval disait de la vision critique à l'époque, concernant l'idée, il n'y aurait pas de cinéma anglais, c'est ce qu'avait écrit Truffaut en ouverture de son livre d'entretien avec Hitchcock. Et d'ailleurs, c'est l'ouverture aussi, cette remarque est en ouverture du livre, de votre propre livre. Oui, effectivement, ça me semblait pas inintéressant de le reprendre tel quel. Évidemment, là, on était complètement dans les mythologies de la nouvelle vague à l'époque, et cette mythologie-là a empêché de voir que ce cinéma-là n'est absolument pas un cinéma strictement de décorateurs. On n'a pas vu à l'époque qu'il y avait des auteurs, qu'il y avait des cinéastes qui étaient des auteurs par leur mise en scène. On peut appliquer la politique des auteurs chère au cahier du cinéma à Terence Fisher, très clairement. Et d'ailleurs, à la fin des années 60, finalement, les cahiers du cinéma ont fini par dire le plus grand bien de Terence Fisher. Ce sont des critiques comme Jean-Pierre Houdard, Serge Danet, qui ont par la suite défendu le cinéma moderne le plus exigeant, qui ont fini par dire de Fisher, c'est un grand auteur moderne. Voilà, donc je trouve ça très intéressant des années après de finir par le dire officiellement en faisant effectivement entrer la Hammer au musée. Ça. Alors il y avait toute une société de production, mais il y avait aussi tout un univers, c'est-à-dire que les mêmes réalisateurs travaillaient ensemble, les mêmes décorateurs, les mêmes acteurs, passaient de film en film. Mais justement, on parle tout le temps de Christopher Lee comme une sorte de figure tutélaire. Mais au niveau des actrices, quelle serait par exemple l'actrice qui représenterait le mieux ce studio pour vous? Il y en a plusieurs, parce qu'on a parlé des Hammer Girls à l'époque de la même manière qu'on a parlé des James Bond Girls. Bon, on peut citer Barbara Shelley, qui est l'une des Hammer Girls les plus classes, qui a tourné dans Dracula, Prince des Ténèbres, dans La Gorgone, dans Les Monstres de l'espace. On peut citer Yvonne Monlaur, qui est venue l'autre jour, dimanche dernier, à la séance des maîtresses de Dracula au musée d'Orsay. Ça a été d'ailleurs une séance extraordinaire parce que le public applaudissait en cours de film. On se serait cru un petit peu au Grand Guignol. Les gens applaudissaient aux exploits de Van Helsing, terrassant les vampires. Et donc Yvonne Monlaur était là. Elle, effectivement, c'est une Hammer Girl très célèbre qui a tourné donc ce grand classique Les Maîtresses de Dracula, mais qui a fait quelques autres films de la Hammer. On peut en citer d'autres. Veronica Carlson, par exemple, dans Le Retour de Frankenstein, ou Caroline Munro dans Dracula 73, une tentative de réadaptation de Dracula en plein swinging London, avec des jeunes londoniennes en mini-jupe. Voilà. Benoît Lagan. Alors Guy Cocheval concluait tout à l'heure sur les chapelles de cinéphiles, puisque vous nous disiez tout à l'heure que tout a commencé par une frustration en 85. En quoi cette mythologie personnelle, construite donc sur la frustration, vous a rapproché finalement de la génération des primo-amériens, je vais les appeler comme ça, français, ceux que vous évoquiez tout à l'heure, et ceux de Midi-Minuit, ceux des revues Je pense que ce qui m'en a rapproché, c'est tout simplement cette frustration. Dans les années 60, personne ne parlait de ce cinéma-là. C'était très difficile de voir les films. Ils étaient mal distribués. Il fallait en plus aller dans des salles de mauvaise réputation. Donc, il fallait braver des interdits pour ça. Dans les années 80, pour le gamin que j'étais, c'était également très compliqué pour les voir quand on habitait à Poitiers, comme moi. Il n'y avait pas de salle spécialisée. Il n'y avait pas vraiment d'édition VHS de ce genre de film. Et je trouvais ça très, très injuste. Donc, pour le coup, il y a eu... J'ai éprouvé un sentiment de révolte, je pense, qui n'était pas éloigné de celui qu'ont éprouvé effectivement les midi-minuistes dans les années 60. Et finalement, le titre Dans les griffes de la Hammer, le titre du livre, c'est évidemment du public dont il s'agit. C'est le public qui est pris dans les griffes de la Hammer, et c'est parce que moi-même je me suis retrouvé à un moment donné pris dans les griffes de la Hammer que j'ai fini par vouloir raconter toute cette histoire. Pourquoi avoir choisi plutôt le terrain de l'Angleterre, donc avec la Hammer, que par exemple les studios italiens avec Riccardo Freda ou avec des gens comme Dario Argento, qui travaillaient
à peu près le même système de production, le même système de thème, mais pas sur le même mode en fait. Alors pas pour des raisons, Nicolas Stanzik. Pas pour des raisons esthétiques, parce que j'aime autant les films italiens de Mario Bava, de Riccardo Freda ou plus tard d'Argento, mais il se trouve que la Hammer occupe un statut particulier. Ils ont été les premiers. C'est parce qu'il y a eu les premiers films de Terence Fisher à partir de 1957 que Mario Bava fait Le Masque du Démon, qu'aux États-Unis Corman fait son cycle Edgar Allan Poe avec la chute de la maison Usher. Et en gros, la firme Hammer a été un emblème de naissance pour la cinéphilie fantastique. C'est parce qu'il y a eu les films de la Hammer que le premier numéro de la revue à l'époque Midi Minuit Fantastique, qui est la première revue européenne consacrée au genre, c'est un numéro consacré à Terence Fisher, pas à Mario Bava. Voilà, donc il y a eu à un moment donné une espèce de légitimisme Hammer qui a fait que ça a été un emblème extrêmement identifiable. C'est un emblème identifiable parce que ce sont des films de genre avec un univers qui se perpétue, mais parce que ce sont aussi les grandes mythologies du genre, Dracula, Frankenstein. À un moment donné, les mythologies qui sont mises en scène à l'écran ont fini par contaminer la salle, et donc c'est devenu une mythologie cinéphile en tant que telle. Et aujourd'hui, la Hammer renaît de ses cendres via la télé-réalité. Benoît Lagan. Ça, c'est très intéressant. Comment vous comprenez, Nicolas Stanzik, que ce soit par John de Mol et Endemol, que finalement le cinéma de la Hammer puisse renaître, puisqu'il a investi dans la société de production? Et quel lien vous tissez peut-être entre le cinéma de la Hammer et la télé-réalité de John de Mol? Eh bien, alors, quel lien tout simplement, parce que le cinéma de la non, le cinéma de la Hammer, à l'époque, c'était tout simplement un cinéma éminemment commercial, qui assumait parfaitement cet aspect-là des choses. Évidemment, John de Mol, qui se spécialise dans la télé-réalité, fait d'abord et avant tout du commerce. Alors, voilà pour un premier point commun. Il y a peut-être un deuxième point commun. Dans les années 60, les premiers à partir en croisade contre la Hammer, à dire que ce cinéma-là allait déclarer des générations détraquées et de pervers, que c'était un attentat caractérisé à la dignité du public, eh bien c'était l'ancêtre de Télérama. C'était Radio, Cinéma, Télévision. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ceux qui partent en croisade contre la télé-réalité, c'est également Télérama. Donc ça peut faire un deuxième point commun. Au-delà de ça, je pense, plus simplement, pour dire les choses plus simplement, je pense qu'en fait, John de Mol, c'est tout simplement un capitaliste qui se dit qu'il y a un boom autour des vampires aujourd'hui, qu'il y a des séries comme Twilight, il y a une renaissance du mouvement gothique, et il se dit que la maison Hammer, c'est un nom qui compte parce qu'il y a une mythologie, et donc il y a peut-être tout simplement une marque à développer. Voilà. Après, pour le reste, visiblement, ceux qui aujourd'hui s'occupent de développer le studio en interne ont quand même des conceptions qui sont assez éloignées de la télé-réalité. Et visiblement, ils font un boulot qui est plutôt pas trop mal. Voilà. Le rendez-vous, la session. La session, Mathieu Conquet, avec notre invité, Elliot Murphy. Elliot Murphy, songwriter new-yorkais, il est apparu sur la scène folk-rock au début des années 70. À l'époque, des gens comme lui ou son ami Bruce Springsteen vont être qualifiés de New Bob Dylan, ce qui l'empêchera pas de creuser sa veine personnelle. Il en est aujourd'hui à son 31e album. Alors le premier, petit retour en arrière, c'était Aqua Show en 73, où déjà il creusait une veine personnelle et rock. Suivront Lost Generation, Night Lights, vous verrez pourquoi, d'aussi bons titres. Il s'installe ensuite en France en 89, où le public français est un peu plus sensible à la veine folk-rock littéraire, d'où les bons titres. Lost Generation, bien sûr, c'est une expression d'Hemingway. Il se trouve qu'Elliot Murphy est lui aussi passionné de John Updike. Alors, autre passion, le cinéma. Il a fait plusieurs apparitions dans différents films, et notamment, je crois, un petit rôle au cinéma dans Roma de Fellini. Et c'est le cas, il le confirme. On l'écoute, rien à voir, pour le titre Poison Grace, qui est donc un extrait de ce dernier album qui vient de paraître, où il est question de Frankenstein et Dracula. Heureux hasard. En direct, Elliot Murphy. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que la programmation là-dessus. They say I'm full of poison. I'm full of poison and grease. I'm the invisible man here. I leave my footprints all over the place. Off with the head, cries the May Queen. Babe Ruth says, heads up to you. Well, when you're riding on an American dream, it only matters what the linemen do. Hello from Alaska, from Madagascar and Detroit. Well, I've been watching Midnight Cowboy. I want a French coat like John Voice.
Well, I was working in a shoe shop when Cinderella dropped by. She tried on some glass running shoes while I stole a glimpse of her thigh. She said she hadn't spoken to her sisters since they got busted for dealing ecstasy. She said, well, she might be living in a pumpkin, but her sisters were living in spiritual poverty. Hello from Moscow, from Oshkosh and St. Pete. Well, I've been watching East of Eden. Whatever happened to Joanne Fleet? Well, I am living in a strange world. At least it seems that way to me. Am I still the boy in the bubble, or am I the old man in the sea? Well, here's to Frankenstein and Dracula, 'cause their needs seem extraordinarily plain when you compare them to those true believers who are always expecting rain. Hello from Milano, from Amarillo and cities on the plain. I've been watching the sons of Katie Elder. I like that walk of John Wayne. Have I mentioned love? What must I be thinking? To my wedding knees I knelt. I love your shoes, love your neighbors, I love everything, and mostly you love yourself. Low boy rides the subway, he's trapped in a world all his own. When you stop your medication, you find reality in the marrow of your bone. Greetings from Honolulu, from Sioux City, Asbury Park. I've been listening to Nebraska. Johnny 99 hits 100 as the New Jersey sky turns so dark. Boom, 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 boom. Poison and Grease. Let's see. Elliott Murphy, vous pourrez l'entendre en concert au New Morning vendredi 19 mars, donc c'est à Paris. Et puis son album Elliott Murphy est paru sous le label Last Call Vagram. Le rendez-vous, la question. Un invité de la veille pose une question à un des invités du lendemain. Demain, nous recevrons le compositeur Emmanuel Krivine et le philosophe Thomas Demange. À qui destinez-vous votre question, Nicolas Stanzik? À Emmanuel Krivine. J'ai moi-même été au conservatoire quand j'étais enfant. J'ai été broyé par l'institution et j'en suis parti un jour pour faire du rock'n'roll. Alors j'aimerais savoir si vous-même, à un moment donné, avant de recevoir des prix dès l'âge de 16 ans, est-ce que vous avez éprouvé un sentiment de révolte par rapport au conservatoire? Et si, en une phrase, on n'a pas une évidence? The rock and roll is very difficult for me. On n'a pas une évidence? I am Dracula, and I welcome you to my house. Écoutez, je vais attaquer une psychanalyse. Hein. Merci Christine de Bourbon-Busset. Je rappelle que les 2 premiers épisodes des Beaux Mecs seront diffusés ce soir sur France 2. Merci Nicolas Stanzik. Dans les griffes de la Hammer, c'est publié aux éditions Bordelot. Et la rétrospective Dans la nuit de la Hammer, c'est au musée d'Orsay jusqu'au 27 mars. Et à cette occasion, vous donnerez une conférence ce samedi à 18h. C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagan, Mathieu Conquet, Nassim Métard et Aïssa Toundoy. Journal de la culture, Raphaël Bourgois avec la collaboration de Thomas Duterre et Xavier Martinet à la technique Véronique Cassagne et Clément Daté, réalisation Thomas Beau. Merci à tous, merci à toutes, vous écoutez France Culture. C'est bien,